Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, direction le Maroc et son potentiel pour les entrepreneurs africains. Nous suivrons aussi ensemble les progrès de l'économie numérique sur le continent. Mais tout de suite, voici les titres. Réussir au Maroc, c'est un objectif qui séduit de plus en plus les porteurs de projets d'Afrique subsaharienne. L'État marocain aussi nous a donné beaucoup de faveurs en créant pour la création des sociétés, des petites entreprises, pour que aussi on ne peut pas rester toujours des délinquants comme les gens pensent que les Africains qu'on ne peut rien faire. Comment résoudre le dilemme des paiements en Afrique? Focus sur la plateforme Dual, une architecture qui séduit déjà certains commerçants de la capitale économique du Cameroun, Douala. C'est une nouvelle façon plus simple de sécuriser ces paiements, de les rendre plus rapides et bien sûr avec une expérience complètement simplifiée, nouvelle. Révolution hydraulique à l'est du Rwanda où une station de pompage a changé la vie des populations rurales. Le chemin était très long pour aller chercher de l'eau. C'était plusieurs heures de marche et nous devions traverser la forêt. Seules dans la forêt, toutes les jeunes filles avaient peur. Le Maroc a longtemps été une terre de transit pour de nombreux Africains partant vers l'Europe. Mais désormais, le royaume chérifien est devenu un véritable foyer d'opportunités et d'investissement pour des jeunes Africains porteurs de projets. Parmi eux, Lanciné Kemoko Sidibé. Notre journaliste Sagnon Kourma a suivi à Casablanca cet entrepreneur guinéen qui est en train de réussir dans la production du beurre de karité et du savon noir. Regardez. Casablanca, capitale économique du Maroc, la métropole chérifienne, est l'une des meilleures métropoles en Afrique pour le business. Pays attractif, le royaume est devenu vers la fin des années 2000 une des premières destinations du continent pour les investissements directs étrangers. Un résultat à attribuer aux avancées du Maroc dans le domaine de la création d'entreprises, de la protection des investisseurs minoritaires et du commerce transfrontalier. Lanciné Kemoko Sidibé est l'un des services du continent ayant réussi sur le sol marocain en tant qu'entrepreneur étranger. Ce Guinéen dirige à partir de Casablanca sa propre unité de transformation de produits cosmétiques. Une unité dont les matières premières proviennent en partie de son pays d'origine. Voilà, c'est beurre de karité de la Guinée, de Sigiri Cancan. Ça, c'est de l'Espagne, ça c'est l'huile de coco. Naturel, c'est mixé, c'est mixé entre les produits parce que là d'abord, il y a l'huile d'argan du Maroc. Là, c'est avec ça même, tous nos produits c'est à la base de l'huile d'argan et le beurre de karité. À l'origine, simple commerçant ambulant au Maroc, Sidibé est aujourd'hui un chef d'entreprise qui revend ses produits dans 15 pays à travers le monde. Très dégourdi, le Guinéen s'est vite fait des relations sur le sol marocain, des contacts qui ont permis au jeune manager de créer son entreprise en 2012. Cela n'aurait pas été possible sans l'ouverture de son pays hôte vers l'Afrique. L'État marocain aussi nous a donné beaucoup de faveurs en créant pour la création des sociétés, des petites entreprises, pour que aussi on ne peut pas rester toujours des délinquants comme les gens pensent que les Africains qu'on ne peut rien faire. Au lieu d'aller en Europe, pourquoi pas faire des petites entreprises au Maroc ici ou bien dans notre pays d'origine. J'encourage les Guinéens chaque fois pour faire des petites choses à leur propre compte. Avec un chiffre d'affaires actuel de plus de 80 000 euros, ce business de fabrication de cosmétiques est un succès. Il a incité le jeune manager à s'investir activement sur le plan social pour venir en aide à certains Africains victimes des affres de l'immigration. Une centaine de jeunes comme Ali ont ainsi pu trouver de l'emploi grâce à cette entreprise. J'étais étudiant, mais aujourd'hui je suis, pas stagiaire, mais c'est employé maintenant. Parce que c'est pas facile du tout, surtout quand on termine les études à l'étranger, il y a plusieurs facteurs. Déjà, comment ça peut te rentrer au pays ou chercher de l'expérience à l'étranger. Du coup, grâce à l'entreprise de M. Sidibé, ça m'a vraiment beaucoup aidé aujourd'hui. Je peux dire Dieu merci.
Ça aide beaucoup la communauté guinéenne. C'est surtout pas que la communauté guinéenne, mais ça aide beaucoup les subsahariens vivant au Maroc aujourd'hui qui ont terminé les études, qui cherchent un endroit où se poser, le temps pour eux de préparer leur retour au Bécaye. Et cela a été rendu possible grâce à la politique mise en place par le royaume chérifien. Le Maroc a en effet placé le développement des flux d'investissement au cœur de sa stratégie économique, d'où une politique volontariste de promotion des investissements étrangers. Les efforts accomplis dans ce domaine se sont traduits par un bilan très positif selon cet économiste. Le Maroc aujourd'hui est un pays qui est classé comme pays émergent. Depuis plusieurs années, le Maroc a qualifié le droit des affaires. Ils ont aussi rehaussé l'investissement, ils ont harmonisé les lois pour attirer les têtes, mais aussi attirer l'investissement dans leur pays. Avant, beaucoup s'en servaient comme pays de transit pour rejoindre l'Europe, mais il y en a qui aujourd'hui commencent à savoir que, oui, le Maroc peut présenter la même opportunité qu'ils vont chercher en Europe. Donc, ils s'y établissent, commencent à entreprendre une ou deux affaires, et par de la chance d'aucuns y parviennent, ils s'établissent et font prospérer leur affaire. Le Royaume occupe la 3e place de l'indice mondial de l'entrepreneuriat à l'échelle de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Un classement favorisé par la capacité du Maroc à développer de nouveaux produits, à encourager l'émergence des startups et à intégrer l'utilisation des nouvelles technologies. Preuve en est sa présence dans le top 20 des destinations best cost de l'indice mondial d'attractivité industrielle par Global Manufacturing Risk Index. Comme pour dire que le Maroc est sur les radars mondiaux, et tant mieux pour les investisseurs africains. Harmoniser les règles de concurrence entre les entreprises et protéger les marchés est-africains de toute infraction d'ici la fin de l'année prochaine. C'est l'objectif de la Communauté d'Afrique de l'Est. L'organisation vient de signer un protocole d'entente avec l'autorité de la concurrence du Kenya. Il s'agit de travailler en vue de normes communes qui concernent également les prix et la qualité des produits. Un réseau de câbles terrestres à fibre optique va relier les côtes est et ouest de l'Afrique d'ici 2025. Ce chantier de 320 millions de dollars parcourra un total de 10 pays. Le projet, qui s'appelle East to West, est issu d'un partenariat entre Africa 50 et le groupe MTN à travers sa filiale Baobab. L'objectif est d'uniformiser la connectivité et de permettre à tous, y compris les pays les plus enclavés du continent, de participer à l'essor de l'économie numérique. Et pour illustrer ces nouvelles possibilités offertes par l'économie numérique, direction le Cameroun à la découverte d'une start-up fintech qui est venue révolutionner les transactions financières entre les commerçants, les entreprises et leurs clients. En un seul clic, les opérateurs économiques camerounais, membres de cette plateforme, peuvent simplifier leurs différentes méthodes de paiement. La solution innovante séduit les entreprises et de nombreux investisseurs, comme l'a constaté notre correspondant Aboubakar Sidik Mounchili. Après avoir travaillé en France dans le secteur bancaire et des finances, Serge Boukdar, un Camerounais de la diaspora, est revenu en Afrique pour apporter sa pierre à la construction du continent. Face aux difficultés que rencontrent les commerçants au moment des comptes à la fin de la journée à cause des multiples paiements, Amy vient une variété de services d'argent mobile et de liquidités tels que des espèces ou même des chèques. Il propose avec son associé une solution pour décomplexer les procédures dans ces transactions avec les clients. Donc, en fait, on a des entreprises qui font de façon générale dans l'agrégation de paiement. Donc, ça veut dire qu'avec une machine ou un téléphone, vous pouvez percevoir des paiements de MTN, Orange, etc. au sein d'un même téléphone ou d'une même plateforme. Donc, nous, on a voulu pousser ça plus loin. Comment on a poussé ça plus loin? C'est une fois que vous avez collecté ces paiements de divers opérateurs mobiles, nous, on vous permet d'utiliser directement ces fonds, on vous permet d'utiliser directement ces fonds pour payer votre réseau de fournisseurs directement et à la fin, une fois que vous avez terminé, vous allez remonter les fonds vers vous.
Joule, nom tiré d'un dialecte ouest-africain, est la start-up FinTech qu'il a confondée pour apporter cette solution innovante à ses opérateurs sur le continent à travers une plateforme. Le nom Joule est né pour représenter un produit qui concerne les échanges financiers, et notamment les échanges financiers des commerçants. C'est une nouvelle façon plus simple de sécuriser ces paiements, de les rendre plus rapides et bien sûr avec une expérience complètement simplifiée, nouvelle. C'est ici, à Douala au Cameroun, en plein cœur du quartier Bonapriso, qu'il a implanté en 2015 cette entreprise. Il rêve d'en faire un vaste empire continental. La plateforme et l'application qu'il a créée permettent entre autres aux commerçants d'accepter facilement dans un seul compte les paiements de leurs clients, tout type de paiement électronique, et de pouvoir avec ces fonds payer les fournisseurs ou de transférer des fonds. Une véritable révolution dans le domaine du paiement électronique. Le fait de ne plus manipuler de l'argent, parce que manipuler de l'argent, comme je dis, c'est tout le temps, c'est délicat. Et même déjà sur la qualité des billets, parce que vous venez, on vous donne des faux billets. À la fin de la journée, vous vous rendez compte que vous êtes perdant, vous avez perdu beaucoup d'argent parce que vous avez des faux billets. Et avec ça, vraiment, les risques d'agression sont minimisés parce que quand vous faites le transfert de Joule, le client fait le dépôt, vous initiez le paiement, le client valide et oui, du coup vous recevez l'argent instantanément. Et ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez faire le transfert de votre téléphone vers votre compte bancaire. Donc du coup, vous n'avez pas forcément besoin de garder cet argent dans votre téléphone. Donc du coup, ça facilite tous les paiements. Au fil des années, le nombre d'entreprises et clients de ces startups croît. Plus de 2500 commerçants ont effectué des transactions d'une valeur de plus de 120 millions de dollars au cours des 6 dernières années sur sa plateforme. En février 2021, Joule a mené avec succès une opération de levée de fonds de 3,5 millions de dollars, de quoi satisfaire pour cette entreprise une demande sans cesse croissante et attirer de nouveaux investisseurs ou encore faire face à la concurrence sur le marché des paiements digitaux au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale, avec l'interopérabilité désormais possible entre les comptes bancaires et les comptes mobiles. Cet investissement a fait de Joule l'une des startups FinTech les mieux financées d'Afrique francophone, ouvrant ainsi de belles perspectives pour la conquête du reste du continent, avec en main déjà plusieurs stratégies en projet. On a quelques stratégies sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment, mais je pense que l'idée générale est vraiment de démarcher également les grandes entreprises pour qu'elles apportent les petits, parce que bien évidemment dans un marché où c'est le parrainage est valorisé. D'autres chantiers importants attendent de cette entreprise qui veut gagner le pari de la fourniture de services innovants à un continent en pleine révolution numérique. Parmi ces défis figure l'amélioration des fonctionnalités de la plateforme ainsi que les accords de partenariat internationaux à nouer avec les entreprises et les institutions financières partenaires dans les différents pays africains ciblés. Tout cela dans le respect de la conformité aux différentes réglementations nationales. Se mobiliser, réinventer, continuer à avancer. Pour nos 175 000 entreprises clientes en Afrique, nous sommes mobilisés. C'est vous l'avenir. Société Générale.
Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Bonne nouvelle pour le Ghana. Le pays, confronté à une grave crise économique, a finalement obtenu du conseil d'administration du Fonds monétaire international une facilité de crédit étendue de 3 milliards de dollars sur 3 ans. À l'origine de la décision, les assurances données par les créanciers officiels du pays. Ils ont formé un comité coprésidé par la Chine et la France pour discuter de la restructuration de la dette du pays. Une condition toutefois, les créanciers privés et autres créanciers bilatéraux du Ghana devront également s'engager rapidement dans des négociations qui s'annoncent longues et compliquées. Et pendant ce temps, la Banque mondiale tape du poing sur la table en République démocratique du Congo. En cause, la dissolution sur ordre présidentiel du Fonds social censé accueillir en financement d'1 milliard de dollars et la création à la place d'un autre fonds public. Face au risque de malversation, l'institution financière internationale réclame les justificatifs de déboursement de 91 millions de dollars déjà versés. Et en attendant, l'aide est suspendue, ce qui pourrait affecter plus de 600 000 bénéficiaires. Le gouvernement congolais travaille actuellement avec la Banque mondiale en vue de mesures de transition. La Tanzanie rejoint le Mozambique dans le club des prochains grands producteurs de gaz naturel liquéfié du continent. Le pays vient de finaliser un accord pour un projet de site de production de GNL de 40 milliards de dollars qui était en gestation depuis plusieurs années. C'est un consortium mené par Equinor, Shell et ExxonMobil qui mènera cette opération pour tirer parti des réserves de gaz naturel du pays, estimées à 37 000 milliards de pieds cubes. Je vous emmène maintenant dans les montagnes du Rwanda pour ce reportage sur le difficile accès à l'eau potable des communautés rurales reculées. Grâce à une station de pompage, les habitants de ces régions isolées de l'est du pays ont pu abandonner les jerrycans, une bonne nouvelle, d'autant plus qu'ils bénéficient en même temps de conseils pour mieux gérer cette précieuse ressource et protéger leur santé. Explication avec ce reportage d'Éric Monnier et Lorraine Rimondi. Cette station de pompage symbolise les efforts importants effectués ces dernières années pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement dans le milieu rural au Rwanda. Située dans des régions montagneuses difficiles d'accès, sa construction a été achevée en juillet 2013. La Banque africaine de développement a participé à son financement à plus de 60%. Aujourd'hui, la station alimente près de 50 000 personnes dans plusieurs dizaines de villages de la région. Notamment ce centre de soins situé dans le village de Tumba, à une quarantaine de kilomètres de la station. L'impact de l'accès à l'eau est à la fois important pour la santé, mais également pour les finances de l'établissement. En 2010, les maladies liées à l'eau occupaient la seconde place des maladies ici au centre de santé à Tumba. En 2011, elles étaient toujours en seconde position. En 2012, nous les avons un peu réduites et elles occupaient la troisième place. En 2013, quand le projet est devenu opérationnel et que nous avons eu accès à l'eau, ces maladies ont chuté à la 6e place. Maintenant, les maladies liées à l'eau sont à la 8e place. Auparavant, le centre de santé se fournissait en eau potable à plus de 4 km. Une eau apportée par jerrycan, dont chacun coûtait 20 centimes d'euros. En 2012, le coût moyen don ici au centre de santé, c'est à peu près 48 000, à peu près entre 48 000 et 52 000. Mais pour le moment, la dernière facture que j'ai vue, c'est la facture de mois mars, c'est environ 9 000. Voilà la différence. Au total, avec un accès au réseau, la facture d'eau a baissé de près de 50 € chaque année. Une somme très importante pour ce petit centre de soins. Si la construction d'infrastructures est la partie la plus visible du projet, une autre activité est moins spectaculaire, mais tout aussi importante, l'éducation et la sensibilisation. Nous avons rencontré les autorités présentes, le chef de zone et le responsable de santé, et nous sommes allés ensemble pour qu'ils me montrent certaines maisons que je n'avais pas identifiées.
Et nous avons commencé à sensibiliser ensemble la population. Nous avons vu que certaines personnes étaient bien formées, mais d'autres pas du tout. On s'adresse surtout aux femmes parce que leurs activités sont à la maison et elles gardent les enfants. C'est plus facile de s'adresser à elles plutôt qu'aux hommes parce qu'elles comprennent mieux les questions d'hygiène que nous abordons. Elles sont plus concernées parce qu'elles protègent la famille, particulièrement les enfants. Les femmes apprennent à gérer l'eau, l'entretien des récipients utilisés, les possibilités de stockage ou encore les différents modes d'utilisation de l'eau potable ou celle utilisée pour le lavage ou la cuisine. Avec un accès facile et régulier, les femmes doivent changer leurs habitudes sans pour autant négliger des précautions élémentaires pour éviter des contaminations. On leur explique comment se laver avec de l'eau de bonne qualité pour assurer une bonne hygiène du corps et des mains. On explique comment laver les vêtements et comment utiliser les toilettes et les nettoyer. Comment se laver les mains en sortant des toilettes et aussi l'utilisation du savon et de la pompe à eau. Les toilettes doivent être toujours fermées et nettoyées à chaque fois. Au total, 250 animatrices sillonnent la région desservie par la station de pompage pour visiter plus de 500 maisons et une centaine d'écoles. Les formations concernent autant les bonnes pratiques pour se laver les mains que la gestion des latrines. Les jeunes filles sont les premières à bénéficier de ces mesures. Le manque d'hygiène et la peur d'attraper des maladies les empêchaient d'aller à l'école. Sans compter que les corvées d'eau quotidiennes se déroulait le plus souvent pendant les heures de cours. Le chemin était très long pour aller chercher de l'eau. C'était plusieurs heures de marche et nous devions traverser la forêt. Seule dans la forêt, toutes les jeunes filles avaient peur. C'est normal parce que le chemin était long et durait longtemps. C'était aussi très fatigant de faire cet aller-retour presque tous les jours. Souvent, nous allions chercher de l'eau. Alors que c'était le moment d'aller à l'école, on ratait des journées entières à cause de cela. Au final, avec la station de pompage et d'autres infrastructures, plus de 600 000 personnes ont bénéficié des services d'eau potable et 150 000 des services d'assainissement. Dans ces régions du Nord, isolées et montagneuses, l'accès à l'eau a représenté un progrès considérable dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'émancipation des femmes. Désormais, l'objectif du Rwanda, soutenu par la BAD, est d'étendre son action dans le pays pour atteindre 100% de couverture en eau potable et assainissement. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai Mabiniori Kayode Idowu en compagnon de la première heure de la légende de l'Afrobeat, Fela Kuti. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.